Raoul-Marc Chénard, membre du conseil scientifique d'Attac, a été invité à la Bourse du Travail à Toulouse le 3 juin dernier afin de débattre sur les enjeux des négociations en cours concernant le grand marché transatlantique entre les USA et l'Union européenne. Il a accepté de répondre aux questions de TV Sol. Tu viens là à Toulouse pour parler d'un traité qui se prépare plutôt en catimini entre l'Union européenne et les États-Unis. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, il s'agit en fait ce que nous savons. C'est un mandat de négociation, donc un document, une feuille de route, on peut dire, en 46 articles, qui a été décidé le 14 juin 2013 par les États membres de l'Union européenne, donc qui ont donné mission à la Commission européenne de négocier avec les États-Unis quelque chose qui s'appelle officiellement Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. On a l'habitude de dire c'est un accord de libre-échange, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce que, en fait, dans ce document, et il faut quand même le dire, puisque tu indiques que c'est en catimini, le document, officiellement, il est secret et il n'existe qu'en anglais. Donc, heureusement, dans les institutions européennes, il y a des fonctionnaires qui ont quand même un autre sens de la démocratie que nos dirigeants. Et il y a eu des fuites et donc on a pu travailler sur un document qu'on a traduit. Et ce document nous apprend qu'en fait, nos gouvernements, parce que c'est ça qui est important de souligner, ce n'est pas ce que demandent les États-Unis dans cette affaire. Ce dont on va parler maintenant, c'est ce que souhaitent nos 28 gouvernements, dont le gouvernement français. Eh bien, qu'est-ce qu'ils demandent ? 4 choses. Premièrement, appliquer intégralement les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Et même, dit l'article 3 du mandat, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà. Ça veut dire quoi ? Les accords de l'Organisation mondiale du commerce ont pour but, c'est l'article 1 des statuts, éliminer tous les obstacles à la concurrence. Alors, jusque-là, les obstacles à la concurrence, c'était les droits de douane, les réglementations douanières. Mais aujourd'hui, depuis les accords de l'OMC, les obstacles à la concurrence, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les barrières non tarifaires. C'est-à-dire ce qu'on trouve dans la constitution d'un pays, dans ses lois, dans ses réglementations, au niveau national, régional et local, qui fait norme. Quelles normes ? Les normes sociales, les normes sanitaires, les normes alimentaires, les normes environnementales et les normes techniques aussi. Nous avons beaucoup de normes techniques pour fabriquer une automobile, un enregistreur, un médicament, un produit alimentaire, on a des normes techniques. Donc l'objectif c'est d'éliminer toutes ces normes quand elles constituent des obstacles à la concurrence. Jusqu'ici, et c'était prévu comme ça dans les accords de l'OMC, il fallait une décision de chaque État pour appliquer tout ou partie de tel secteur d'activité, pour appliquer les accords de l'OMC à tel ou tel secteur d'activité. Avec cet accord, s'il se fait avec les États-Unis, ce sera l'application automatique immédiate de la totalité des accords de l'OMC à la totalité des activités humaines, ce qui donne une dimension très différente. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ça concerne précisément ce qu'ils appellent les obstacles non tarifaires, c'est-à-dire les normes. Et là, on a des beaux mots dans le texte comme harmoniser les normes, rendre les normes compatibles. En fait, on le sait parce qu'il y a déjà des accords de libre-échange de ce genre-là qui existent, c'est aller vers le plus petit dénominateur commun. Autrement dit, pour le dire crûment et comme ça va être, nous aligner sur les normes en vigueur quand il y en a aux États-Unis. Parce que je rappelle quand même, on est à la Bourse du Travail, nous avons ratifié, nous les pays d'Europe et en particulier la France, toutes les conventions sociales de l'Organisation internationale du travail. Il y en a un peu plus de 190. Les États-Unis n'en ont ratifié que 2, et 2 qui ne sont pas les plus importantes. Ils n'ont pas ratifié les fameuses conventions sociales de base qui établissent les libertés syndicales fondamentales. Alors on va harmoniser, comme ils disent, les normes sociales en vigueur dans nos pays avec un pays qui refuse, et ils l'ont confirmé dans la négociation, de ratifier les conventions sociales de l'OIT. Je pourrais prendre d'autres exemples. En matière d'environnement, tout le monde sait que les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, nous oui. Ils n'ont pas ratifié la convention de Rio sur la protection de la biodiversité, nous oui.
En matière culturelle, ils n'ont pas ratifié la convention de l'UNESCO qui protège la diversité culturelle et linguistique. Nous, oui. Ça fait quand même un certain nombre de différences et l'objectif est pourtant de rendre compatibles les normes, c'est-à-dire de nous aligner sur les normes des États-Unis. C'est un des gros points de ce traité en négociation. Le troisième point, c'est dans le cas où il y aurait des pays qui seraient réticents, si je peux dire, une fois le traité signé, c'est mettre en place ce qu'ils appellent un mécanisme de règlement des différends. Alors pour faire simple, pour comprendre, c'est un petit peu ce que Madame Lagarde avait décidé pour l'affaire Tapie. C'est-à-dire enlever cette compétence à un tribunal et la donner à une structure privée. C'est ce qu'on appelle une structure d'arbitrage. Moi, je n'aime pas parler de tribunal arbitral parce que nous savons ce que c'est un tribunal. Un tribunal, c'est une institution permanente. Un mécanisme d'arbitrage, c'est créé au cas par cas selon les opportunités. Un tribunal, c'est fait avec des magistrats qui ont été formés pour ça, qui sont encadrés par des lois. Un mécanisme d'arbitrage, c'est fait par des personnes privées qui sont choisies par les parties. Ce sont souvent des avocats d'affaires, et dans des cas qu'on connaît, parce que ça existe déjà, notamment dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, on voit parfois des avocats d'affaires des deux côtés, mais qui appartiennent au même cabinet, et qui s'arrangent entre eux, parfois même sur le dos de leurs clients. Ça n'a rien à voir avec la justice, ça n'a rien à voir avec un tribunal. Un tribunal, ça administre la justice en public. Un mécanisme d'arbitrage se réunit à huis clos. Et puis quand c'est fini, pour un tribunal, on peut aller en appel. Avec un mécanisme d'arbitrage, la décision est immédiatement exécutoire et non susceptible d'appel. En fait, de quoi s'agit-il? Parce que souvent, les journalistes disent « oui, c'est un mécanisme investisseur-État ». C'est beaucoup plus que ça. Il y a 3 articles dans le mandat de négociation. Il y a l'article 23, il y a l'article 32, il y a l'article 45, et qui permettent de dire au final qu'en fait, dès lors qu'il y aura un conflit entre une firme privée et un pouvoir public, pas seulement l'État, ça peut être la région, ça peut être le département, tant qu'ils existent, ça peut être la commune, eh bien, ce sera enlevé aux tribunaux officiels pour être confié à des mécanismes de ce genre, à des mécanismes privés. Ce qui veut dire qu'on va donner au secteur privé le pouvoir de trancher quand il y a un conflit sur une norme entre une firme privée et les pouvoirs publics. Exemple concret, Chevron pourra très bien venir contester la loi française sur le gaz de schiste pour la faire sauter. Philip Morris pourra très bien venir demander la suppression des inscriptions sur les paquets de cigarettes, le tabac tue. Voilà, c'est véritablement confié au secteur privé le pouvoir de trancher un conflit entre firmes privées et pouvoir public. Et d'ailleurs, je n'interprète pas, puisque un membre du gouvernement allemand, devant le Parlement à Berlin, a posé la question, mais pourquoi donc les firmes privées ne feraient-elles plus confiance à nos tribunaux nationaux, puisqu'on leur enlève cela? C'est donc bien ça le grand problème. Et puis, quatrième objectif du mandat de négociation européen, supprimer les droits de douane. Alors, beaucoup de commentateurs disent ça, c'est pas grave parce qu'il n'y en a plus. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup des droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne, sauf sur les produits agricoles. Et là, ils sont encore très importants. Et si on les supprime sur les produits agricoles, on va avoir un tsunami de soja et de blé américain génétiquement modifié, à telle enseigne qu'un professeur de l'université de Toulouse, professeur Berthelot, qui a étudié les conséquences de la suppression des droits de douane sur les produits agricoles américains à l'entrée en Europe, dit que pour résister à ça, il va falloir davantage encore industrialiser l'agriculture, ce qui voudra dire la disparition des petites et des moyennes exploitations, donc des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître, ce qui voudra dire aussi, parce que quand on industrialise l'agriculture, ça veut dire une agriculture intensive, donc plus d'engrais, plus de pesticides, et la disparition de cet objectif que je vois, moi, de plus en plus de gens recherchent, de circuits courts entre producteurs et consommateurs. Voilà, ça, ce sont les 4 grands objectifs, donc appliquer intégralement les accords de l'OMC, aligner les normes sociales, environnementales, sanitaires, techniques sur celles des États-Unis, mettre en place un système de justice privée quand il y a un conflit entre firmes privées et pouvoirs publics sur les normes, et supprimer les droits de douane sur les produits agricoles venant des États-Unis.
Donc comme tu l'as dit, c'est à la fois une case sociale, c'est-à-dire aujourd'hui il y a un salaire minimum en France, ce serait sans doute plus le cas si cet accord passe. C'est pareil, on nous imposerait effectivement les organismes génétiquement modifiés tels que le maïs Mon 810 de Monsanto. Donc tu as aussi attaqué Monsanto, puisque Monsanto, ce qui veut dire que ce serait la loi des multinationales face au peuple, face aux États, face aux communes, face aux régions. C'est effectivement, si ce traité aboutit, et encore une fois, je répète, si ce que les 28 gouvernements de l'Union européenne souhaitent, puisque c'est du mandat européen dont nous parlons, c'est le pouvoir aux firmes privées qui est donné. C'est la grande victoire des firmes transnationales. Pour nous, Français, les firmes du CAC 40 qui ont déjà tout un siège aux États-Unis et qui, si c'est un marché unique, n'attendent qu'une chose, qui est le moindre règle possible. Donc c'est ça véritablement la menace. Comment expliquer aujourd'hui justement que les gouvernements se dessaisissent de leur souveraineté, de leur pouvoir qu'ils pourraient avoir jusqu'ici, et qu'ils puissent signer un tel texte? Comment vous l'expliquez, puisqu'ils se dessaisissent de leur pouvoir au profit de ces multinationales? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des lobbies? Est-ce qu'il y aurait des intérêts en Europe pour qui ce traité serait le bienvenu? Mais j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Bien des fois, quand on discutait par exemple du traité de Maastricht ou du traité constitutionnel européen, on posait la même question. Ce n'était pas vis-à-vis de quelque chose avec les États-Unis, c'était vis-à-vis de l'Europe. Il y a un dessaisissement de la souveraineté nationale. Moi, je préfère parler de souveraineté populaire, parce que c'est ça la base de la démocratie. Pourquoi ? Parce que moi j'ai deux explications. Une est liée à la dégradation de notre démocratie, parce qu'il faut quand même bien dire que notre démocratie est gravement en crise. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la plupart, il ne faut pas généraliser, mais la plupart des acteurs politiques, ils font carrière. C'est devenu un métier. C'est pas normal, on voit pas ça partout, qu'un acteur politique, il est sur la scène pendant 40 ans. Oui, mais quand on veut durer, quand on veut faire carrière, on doit faire beaucoup de concessions. Et quand on voit que par ailleurs, les liens grandissants entre la majorité de la classe politique et les milieux d'affaires, quand le gouvernement Ayrault est parti, on a parlé de certains ministres qui ne se retrouvaient plus dans le gouvernement Valls en disant « ils retournent dans le secteur privé ». S'ils retournent, c'est qu'ils en venaient avant d'exercer des fonctions publiques. Il y a une telle imbrication aujourd'hui entre le monde des affaires, le monde de la finance et le monde politique que finalement, moi je suis bien obligé de constater une chose, c'est que la plupart des acteurs politiques, ils ne veulent plus exercer le pouvoir, ils se contentent de l'occuper. Et ils laissent l'exercice du pouvoir à ceux qui sont derrière eux, c'est-à-dire les groupes de pression, les lobbies. Quand on pense qu'à Bruxelles, à la Commission européenne, qui est quand même l'initiateur de ce projet, eh bien les lobbies sont consultés. Pour la préparation du mandat européen, la Commission européenne a reconnu qu'elle avait tenu 119 réunions entre janvier 2012 et avril 2013 avec le monde des affaires et la finance. 119 sur 130. Les 11 autres, c'est avec les organisations syndicales, les organisations de consommateurs et les organisations de défense de l'environnement. 11 pour ces trois groupes-là et 119 avec le monde des affaires et de la finance. On voit donc qui inspire aujourd'hui les choix. Le drame, c'est que les gouvernements qui auraient pu dire non à la Commission européenne et à ses propositions, au contraire. Mais moi je pense que finalement la Commission européenne et ce qu'on appelle les élites politiques, ils servent les mêmes intérêts, ceux du monde des affaires et de la finance. On le voit bien avec ce qui se passe en France depuis 2012. Alors, il y a un projet, sauf erreur de ma part, que je devais d'émettre, de faire en sorte que les conseils municipaux, par exemple en France, se prononcent aussi contre ce projet. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs articles du mandat européen qui concernent directement ce que nous appelons les collectivités territoriales, régions, départements, communes. Et donc,
moi, je fais partie de ceux qui ont lancé un appel pour que un maximum, j'ai même dit 10 000 collectivités territoriales qui demandent au gouvernement français de se retirer de la négociation, parce qu'elles sont fondées à s'exprimer, puisque cette négociation compte des articles dans le mandat qui les concernent directement, que, en fait, quand on lit les articles du mandat qui concernent les municipalités ou les autres collectivités territoriales, c'est en contradiction avec la Constitution de la Ve République et les législations sur les collectivités territoriales. Et donc, il y a des raisons de s'insurger et de demander au gouvernement de se retirer de cette négociation et puis, symboliquement, de se proclamer zone hors grand marché transatlantique, ou TAFTA, puisque c'est une des expressions qui est utilisée pour désigner cette chose-là. Et donc ce qui reste aussi à faire, c'est non seulement informer les citoyennes et les citoyens, mais que les populations justement se bougent pour faire en sorte que ce projet ne passe pas. Il nous faut une mobilisation à la hauteur de celle qu'on a faite en 2005 contre le traité constitutionnel européen. C'est trop grave. Pour le moment, j'ai envie de dire, les gouvernements, la Commission européenne, ils ne sont forts que du silence qu'ils nous imposent. Ils disent le document est secret parce que ce sont des négociations commerciales. Comme si les États-Unis, qui par ailleurs, tout le monde le sait, nous espionnent, ne savaient pas ce que veulent les Européens. De toute façon, ils veulent la même chose. Ils veulent la même chose. D'ailleurs, quelqu'un m'a un jour posé la question, est-ce que vous êtes sûr qu'ils négocient quand ils se retrouvent ensemble, puisqu'ils veulent la même chose? Mais c'est tellement grave que c'est pour ça qu'ils imposent le secret. Mais donc là, notre mission, et merci de cette interview, c'est de partager l'information le plus possible, de sensibiliser les gens et d'atteindre un niveau de mobilisation comme on l'a connu en 2005. Parce qu'il faut le savoir, il y a deux échéances. Il y a d'abord quand la négociation sera terminée. Eh bien, les négociateurs, c'est-à-dire la Commission européenne, vont devoir revenir devant les 28 gouvernements. Si, entre-temps, la pression a monté très fort dans chacun des pays, et elle monte, il y a déjà eu une manifestation qui a rassemblé plus de 30 000 personnes à Berlin, eh bien, les gouvernements seront peut-être un peu moins enthousiastes à soutenir les résultats de la négociation qu'ils l'étaient le 14 juin 2013 quand ils adoptaient le mandat. Ça, c'est une échéance importante. Et puis, le Parlement européen sera lui aussi saisi du texte. Et donc, il faut aussi faire pression sur les parlementaires qu'on a élus il y a quelques jours pour qu'ils disent non. Parce qu'ils ont désormais ce pouvoir de dire oui ou de dire non à ce genre de traité. Donc, plus que jamais, la mobilisation s'impose. Il y avait eu un précédent, c'était l'accord multinational d'investissement, où il y a eu une forte mobilisation. Ça nous fait un petit peu penser à cet événement-là. Ouais. Il y avait l'AMI en 98, quand le texte a été révélé, parce que c'était la même chose, négociation secrète, texte horrible. D'ailleurs, l'AMI est en partie, hein, c'est une partie de l'article 23 du mandat européen. Eh bien, la pression a été tellement forte que Jospin a été obligé de retirer la France de la négociation. Moi, je crois qu'on peut jouer cette carte encore cette fois-ci. Et si on ne la joue pas, on peut faire pression pour que, au moment où le Conseil des ministres européens devra examiner le résultat de la négociation, il le rejette, ou que le Parlement européen le rejette. Il y a des étapes où, si ce n'est les peuples, du moins leurs représentants vont reprendre la main. À nous de faire le nécessaire pour que ceux qui nous gouvernent se sentent obligés de tenir compte de ce qu'on va dire et de ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, parce que la perspective, c'est une fin de négociation en 2015. Merci.